Bonsoir, vendredi 21 juin, voici ce qui marque l'actualité maintenant. Vol de données, déjà 2 demandes d'action collective déposées et près de 3 millions de membres des Jardins qui se demandent ce qui les attend. Je suis pas content. C'est un petit peu stressant pour rien, là. Je trouve qu'on a des... On sait jamais, là, on doit-tu supprimer ça? Ça vous inquiète ça assez pour éventuellement changer d'institution? Absolument. La facture des futurs navires de combat canadiens grimperait d'au moins 10 milliards de dollars de plus que prévu. Si on estime des navires, des coûts d'acquisition en 2007 ou en 2008, et qu'on estime le même coût 10 ou 12 ans plus tard, évidemment, il y a de l'inflation. On voit vraiment de la mauvaise gestion de la part des anciens gouvernements conservateurs puis du gouvernement libéral actuel. De nouvelles allégations d'agression sexuelle contre Donald Trump s'ajoutent à l'actualité de la semaine en politique américaine. On en fera le tour avec Raphaël Jacob. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Alexis Delancer. On continue à parler du mouvement Desjardins qui est encore en pleine gestion de crise. En fait, on est encore en train de mesurer l'ampleur de cette crise. On va voir ça en détail et ça va assez vite dans ce dossier, n'est-ce pas, Marie-Claude Morin? En plus de cette gestion de crise, d'une ampleur jamais vue, Desjardins fait face non pas à une, mais à 2 actions collectives ou demandes d'action collective après ce vol de renseignements personnels. Une qui a été déposée à Québec ce matin, Alexis, et une autre à Montréal cet après-midi. Dans les 2 cas, on dit que Desjardins a failli à ses obligations, que l'institution financière aurait dû mieux protéger les renseignements personnels de ses clients et que les clients en question vont subir des dommages qu'ils peuvent se faire frauder. Donc, on réclame des montants quand même assez substantiels. On parle pour l'action collective de Québec de 2 900 millions de dollars de dommages compensatoires temporaires, c'est à peu près 1 000 $ par membre, plus à peu près 300 millions de dollars en dommages punitifs. Pour ce qui est de celle de Montréal, on parle de 300 $ par membre, plus le remboursement de certains frais bancaires. On peut écouter l'avocat. Client payer des frais mensuels à sa caisse et aussi sa part de qualification qu'on paie au début pour être membre. Et lorsqu'il payait ces frais-là, il s'attendait que les caisses et la fédération protègent ces informations confidentielles. Donc, il demande un remboursement et une réduction de ses obligations pour une somme indéterminée pour tous ces montants-là qu'il payait chaque mois pendant des années. Évidemment, Alexis, il faut encore que ces demandes soient acceptées pour que l'action collective aille de l'avant. Alors, ça va prendre probablement encore quelques mois pour savoir si oui ou non c'est accepté. Et ensuite, on parle probablement d'années pour savoir le dénouement de tout ça. Et on s'est promené dans la rue, Alexis, pour savoir un peu comment se sentent les membres Desjardins aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont rassurés par la réaction de Desjardins? Je vous invite à en écouter quelques-uns. Sur le coup, oui, c'est sûr que ça m'a inquiété, mais après ça, je pense qu'on a été tenu au courant suffisamment. Puis ça a l'air d'avoir bien été géré. Disons, un peu rassuré quand même de la façon dont les choses ont été présentées par Desjardins. Là, donc, Parce que je veux dire, moi, j'étais avec Desjardins depuis que je suis jeune. J'ai jamais eu d'autre option. Je n'ai jamais pensé que ce serait un problème. Là. À travers tout ça, Marie-Claude, le mouvement Desjardins ajuste un peu sa réaction, renforce les services de protection offerts à ses clients. Oui, parce qu'hier, on annonçait une offre pour les services Equifax de surveillance du dossier de crédit, d'assurance aussi en cas de vol d'identité. Alors, on fait passer cette protection d'1 an à 5 ans parce que ce qui se passe, c'est que les fraudeurs, souvent, vont attendre. Donc, ils gardent ces données-là cachées, vont attendre que la protection soit terminée, ensuite vont s'en servir. Dans ce cas-ci, on tente d'éviter que ça se produise en allongeant la protection en question à 5 ans. Il faut quand même être vigilant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été volées. On parle du numéro d'assurance sociale, la date de naissance, le nom, le courriel, le téléphone cellulaire. Alors, c'est vraiment beaucoup d'informations. Il faut aussi être vigilant dans les communications qu'on aura avec Desjardins parce qu'il pourrait y avoir des fraudeurs qui profitent de l'occasion pour se faire passer pour des représentants de Desjardins. Vous envoyez des textos, des courriels en vous demandant de les rappeler, en vous demandant de confirmer certaines informations. Alors, soyez très prudents, comme nous l'explique l'AMF. Et on a vu dans des dossiers des courriels où on reproduisait de façon très précise le logo d'une entreprise, le type de message, l'image visuelle finalement de la compagnie. Donc, il faut se méfier au plus haut point. Marie-Claude, merci beaucoup.
Alors, poursuivons sur ces vols de données personnelles qui concernent, je le rappelle, un peu plus de 40 des clients du mouvement Desjardins, des particuliers, mais aussi des entreprises. Un rappel important là, des données dont on parle ici, les noms, les dates de naissance, les numéros d'assurance sociale, les adresses, les numéros de téléphone, courriel. Et à ça s'ajoutent aussi quelques renseignements en matière d'habitudes transactionnelles. Si vous vous demandez si vous êtes concerné par tout ça, un bon moyen de le savoir, c'est de se rendre sur le site, votre page, si on veut accéder. N'y accédez pas par l'application, mais bien par ordinateur, sur le site lui-même, et donc vous le saurez si oui ou non vous faites partie de ces clients de Desjardins touchés par ce vol de données personnelles. On poursuit plutôt sur cette thématique avec vous, Monsieur Jean-Philippe Descaries. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la cybersécurité au commissionnaire du Québec. Alors, question toute simple pour entreprendre notre conversation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de données-là? Pourquoi ça intéresse les fraudeurs? On peut faire beaucoup de choses, en fait. C'est sûr que c'est des données personnelles, des données sensibles. On parle souvent, bien sûr, du numéro d'assurance sociale, qui est un peu un incontournable maintenant. Ça dépend. C'est très dur de répondre à cette question-là, en fait. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne connaît pas les motifs de l'action qui est arrivée. Donc, la personne qui a été rencontrée par le service de police de Laval, il y a une semaine à peu près de ça, qui est vraisemblablement derrière cette exfiltration de données-là, n'a pas été accusée en tant que telle. C'est très important, il faut le mentionner. Donc, pour l'instant, on ne sait pas à qui a donné ou vendu ces données-là. Donc, c'est très dur de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là si on ne connaît pas le motif en tant que tel. Oui, je comprends pour le dossier qui nous occupe, mais quand on regarde par le passé, un passé assez récent, il y en a eu d'autres vols de données de ce type-là, très précisément. Ouais. Et j'imagine qu'il y a d'autres exemples concrets qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent sur ce qu'on peut faire avec un nom, un courriel, un numéro de téléphone ou encore un numéro d'assurance sociale. Mais évidemment, c'est toujours ça revient au vol d'identité en tant que tel. Donc, on peut vraiment se faire passer pour quelqu'un. À partir de là, il y a pas mal de choses qui sont permises. Là. Ils sont possibles, plutôt. Il y a un maximum d'informations qu'on peut récolter sur une seule et même personne. On peut avoir une vue d'ensemble de sa vie, même jusqu'à un certain point. On peut se faire passer pour cette personne-là sur certains sites. On peut avoir, dépendamment des accès qu'on a, on peut avoir accès à, à son compte Gmail, son compte Facebook, ce qui est souvent un point singulier d'échec. Si on prend, par exemple, le contrôle d'un compte Gmail de quelqu'un, c'est souvent le compte courriel qui est utilisé pour se loguer sur tous les sites des réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, on prend un contrôle d'un élément clé, en fait, de l'identité numérique de quelqu'un. Donc, plus on a de l'info sur cette personne-là, plus on a de l'info qui permet potentiellement d'accéder à des comptes critiques comme ça devient extrêmement dangereux. Oui, au point même où il y a eu certains cas médiatisés où des achats de maisons ont été faits au nom d'une autre personne. Oui, c'est entre autres ça, c'est des cas plutôt extrêmes. Je vous dirais, c'est pas la norme quand même, parce que généralement, encore là, ça dépend du motif derrière ce cas spécifiquement là, mais contre d'autres cas aussi. Tout dépend de l'information qu'on a. Ça peut aller très loin. On a des cas, des personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie complètement par rapport à ça. Oui, et c'est dur de récupérer ce contrôle sur nos propres vies dans ce genre de circonstances. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font ces personnes maintenant? Comment on se protège? Comment on se prémunit contre ce type de brèche-là et de failles? Ça, je vais vous donner une réponse très, très plate. C'est très, très dur de faire quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, dans d'autres cas, on délègue une partie de la responsabilité de la protection des données à des compagnies ou des entreprises tierces, évidemment, comme ça, Desjardins ou autres. Et Desjardins n'est pas, c'est pas le seul qui est vulnérable par rapport à ça. Hein. Ça fait partie du zeitgeist présentement. Présentement, tout le monde est vulnérable, toutes les entreprises sont vulnérables à ce genre de flux de données-là à différents niveaux. Et nous, on leur donne la responsabilité, en fait. On leur fait que c'est une question de confiance. Hein? On donne cette confiance-là pour que ces entreprises-là gèrent ces données-là. Donc, on se départit un peu de la responsabilité, mais aussi du contrôle qu'on a sur nos propres données. Donc, c'est très limité de ce qu'on peut faire. De ce côté-là, je peux pas vraiment répondre à cette question-là de manière positive parce que le contrôle est extrêmement limité. Je comprends tout à fait. Et vous comprendrez que les gens vont se dire en contrepartie, ben oui, mais est-ce qu'on doit encore faire confiance à ces institutions-là dans ce contexte-là? Écoutez, c'est sûr que c'est touché un peu, là. Oui. C'est pas... Je réitère, là... Le risque zéro n'existe pas, c'est ce qu'on comprend. Absolument. Voilà. La sécurité à 100 ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Très bien. Tout le monde peut être vulnérable et face à ce genre d'événement qui maintenant est monnaie courante, en fait. Et Desjardins, dans le cas qui nous occupe, a initialement offert à ses membres, ces millions de membres concernés, un service de surveillance aux frais du mouvement Desjardins. On parlait de 12 mois. Là, il y a eu toute une réaction. On a prolongé ça à 5 ans. Mais dans les requêtes qui ont été déposées aujourd'hui, là, certains jugent qu'on devrait échelonner ça sur 10 ans. qu'Equifax surveille ça pendant 10 ans, les dossiers de chacune de ces personnes. Jusqu'à quel point? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Écoutez, mon premier réflexe quand j'ai entendu ça, c'est de savoir que c'est Equifax qui va gérer cette surveillance-là. En fait, Equifax qui a été... l'entreprise elle-même, Equifax, a été victime d'une fuite de données il n'y a pas si longtemps de ça, qui affectait des millions de personnes. Donc, jusqu'à quel point, encore là, on délègue une délégation d'initiale à une autre entreprise qui est tout aussi vulnérable que n'importe quelle autre entreprise. Il faut le mentionner. Donc, vraiment, côté confiance, en tant que moi-même client de Desjardins, je peux pas dire que ça change grand-chose. Et maintenant, est-ce qu'il y a une recette miracle à ça? Il n'y en a pas, et ça, c'est important de le mentionner. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est sûr que 10 ans, c'est plus intéressant. Est-ce que ça change quelque chose si c'est un groupe, mettons, criminel organisé de vol de données qui, dans un pays distant, qu'on n'a pas de recours envers eux qui pourraient utiliser ça? Ça revient à ce que je disais, on n'a pas les motifs, c'est très, très dur de répondre à ça. Et simplement pour la compréhension de nos téléspectateurs, vous faites référence ici au fait qu'en septembre 2017, 143 millions de numéros d'assurance sociale ont été dérobés à Equifax, qui elle-même, comme compagnie, en gère des centaines et des centaines de millions de ce type de données personnelles. Écoutez, Jean-Philippe Descaries, Mathieu, je crois que pour l'instant, on a dit l'essentiel, et puis on verra pour la suite, en souhaitant que tout se passe bien pour tout le monde dans les circonstances, si c'est possible. Merci, au revoir. Merci à vous. Changement de registre total. On va maintenant parler du dossier de Granby, de cette fillette qui, comme on le sait tous, a été trouvée morte dans des circonstances très, très tragiques. Michel Marcellet, si on en parle, c'est parce que la belle-mère et le père de cette fillette étaient de retour en cours aujourd'hui. Ils font désormais face à des accusations plus graves. Oui, une affaire qui continue énormément de faire jaser, même si techniquement on ne peut pas donner beaucoup de détails en raison de l'ordonnance de non-publication. Donc, les deux accusés étaient de retour aujourd'hui en cour du Québec devant le juge Serge Champoux et pour faire face à des accusations plus graves concernant justement la mort de cette fillette de 7 ans qui est survenue à la fin d'avril. Alors, le père biologique, qui était déjà accusé de séquestration et d'abandon d'enfants, fait maintenant face à des accusations de négligence criminelle et, plus grave, sa conjointe, une femme de 36 ans, est maintenant accusée d'homicide involontaire. Ça, c'est une accusation qui est passible d'une peine de prison à vie. Alors, la femme en question, aujourd'hui, se cachait un peu derrière sa longue chevelure. Elle était déjà accusée de séquestration et de voie de fait sur cet enfant. Donc, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant d'avoir ces nouvelles accusations? Bien, c'est en partie parce qu'on attendait un rapport d'autopsie. Et là-dessus, je vous laisse avec les explications de la procureure Laurence Bélanger. On n'aurait pas porté d'accusation si on considérait ne pas avoir un dossier qui pouvait soutenir ces accusations. Donc, effectivement, depuis la dernière date, nous avons reçu des rapports, notamment d'autopsie, afin de pouvoir prendre nos décisions finales là, quant à la responsabilité des deux individus. Alors, ces deux individus, comme dit la procureure, là, parlons des chances qu'ils soient remis en liberté avant la tenue de leur procès, Michel. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chance, d'autant plus qu'ils reviennent devant le tribunal le 27 août prochain. Le père biologique avait déjà tenté d'obtenir sa remise en liberté. Ça n'a pas fonctionné. Sa conjointe essayait de faire de même. Et maintenant qu'on a une accusation d'homicide sur la table, ça change la donne. Donc, la marâtre présumée devrait alors s'adresser à un autre tribunal, soit la Cour supérieure, pour faire une demande de remise en liberté. Donc, un processus qui est quand même assez long. Encore une fois, je vous laisse avec les explications de Laurence Bélanger. Compte tenu du dossier de meurtre qui vient d'être déposé, la règle devient la détention. Donc, techniquement, elle pourrait demander, de faire l'enquête sur remise en liberté dans le dossier de séquestration, mais vous comprendrez qu'elle est détenue dans le dossier de meurtre et que seulement une cour supérieure peut libérer provisoirement une personne dans un dossier de meurtre. Donc, elle doit passer devant la cour supérieure pour demander d'être remise en liberté, sinon elle va rester derrière les barreaux. Michel, merci. Je vous en prie. Au revoir. Bien, sachez que Québec enregistre des surplus plus importants qu'anticipés pour 2018-2019. Un chiffre, vous allez le voir, assez impressionnant. Les détails avec Gérald Filion dans quelques instants. Tout de suite. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. On savait déjà que la dette du Québec était en baisse. Oui. Parlons du surplus budgétaire à Québec. De nouveaux chiffres aujourd'hui. Oui, et des surplus records. Ouais. On a vraiment les données pour les 12 mois de l'exercice 2018-2019 qui s'est terminé le 31 mars dernier. Ça a été publié cet après-midi par le ministère des Finances du Québec.
Le surplus avant le versement au Fonds des générations frôle les 8 milliards de dollars, 7 milliards 910 millions de dollars. C'est du jamais vu dans l'histoire budgétaire du Québec. Et le surplus après les versements au Fonds des générations, 4 milliards 430 millions. Il y a quelques mois, le ministre des Finances, Éric Girard, disait encore qu'on n'allait pas dépasser 1 milliard 600 millions. Le premier ministre, au mois de février, parlait de 2 milliards. Dans le budget, on est monté à 2 milliards et demi. Le mois dernier, à 3 milliards 6. Et là, on est rendu à 4 milliards 430 millions. Alors, c'est un écart, ça, Alexis, de 6 milliards par rapport au budget de départ initial qui a été présenté par M. Létao en mars 2018. Et le gouvernement affirme que la moitié du 6 milliards, il y a un 3 milliards qui n'est pas récurrent. Il y a eu des revenus exceptionnels, des gains sur certaines dépenses qui ne se représenteront pas dans le prochain exercice. Et il y a un 3 milliards qu'on a déjà dépensé dans le dernier budget pour 2019-2020. Donc, on affirme qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, même si on a tous les surplus. Et pourquoi on a des surplus aussi importants? Bien, c'est parce que les revenus autonomes sont plus élevés que prévu. Il a fait plus froid aussi cet hiver, donc des revenus supplémentaires pour Hydro-Québec et des dépenses de moins aussi pour le gouvernement du Québec. Bien, voilà des explications nécessaires pour comprendre un peu ce qui se cache derrière ce chiffre. Parlons maintenant de la hausse qu'on peut, Gérald, qualifier d'importante des prix du pétrole cette semaine. Oui, et ça fait en sorte que les prix de l'essence vont probablement augmenter dans l'est de l'Amérique du Nord et possiblement chez nous également en raison de cet incendie de raffinerie à Philadelphie. C'est la raffinerie la plus importante de l'Est américain, du Nord-Est américain, qui dessert le marché de la Nouvelle-Angleterre et de New York principalement. Et puis les tensions entre l'Iran et les États-Unis, bien sûr, qui alimentent le tout. Donc, j'ai deux graphiques à vous présenter. Le pétrole d'abord, 9 d'augmentation cette semaine à New York. On est à 57,43 $ le baril. Alors, c'est une augmentation qui est très importante pour le prix du pétrole. C'est la plus forte hausse depuis décembre dernier. Et par ailleurs, le prix de l'or aussi est en forte hausse. On a dépassé les 1400 $. C'est un sommet en 6 ans et c'est la plus forte croissance cette semaine en 3 ans pour le prix de l'or. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de baisser les taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis. Et avec l'incertitude économique qui perdure, l'or demeure une valeur refuge. Donc, prix de l'or en hausse, prix du pétrole en hausse. Merci, Gérald. Au revoir. Au revoir. Parlons politique fédérale. En fait, on évoquait des milliards de dollars avec Gérald Filion. On va encore une fois évoquer des milliards de dollars dans ce cas-ci avec Daniel Thibeault, qu'on retrouve à Ottawa. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Le coût des futurs navires de combat canadiens continue de grimper en flèche. Le renouvellement de la flotte va coûter au moins, au bas mot, 10 milliards de dollars de plus que prévu. Voilà, c'est ce que constate le directeur parlementaire du budget, Alexis Yves Giroux, qui a fait le calcul, qui a comparé un peu les méthodes de calcul avec d'autres pays et qui dit ce que le gouvernement estime là, de 56 à 60 milliards de dollars, c'est un peu à court et lui pense que ça va coûter peut-être 10 milliards de plus. Donc, plus dans les environs de 70 milliards de dollars. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Ça pourrait dépasser davantage si on étire ou si on n'arrive pas à l'échéancier à temps parce que chaque année de retard va coûter un autre 2 milliards, selon lui. Pour mettre les choses en perspective, en 2008, quand on devait lancer ce processus-là, le gouvernement de Stephen Harper avait prévu dépenser environ 26 milliards de dollars pour renouveler les 15 frégates et destroyers de la navire canadienne qui sont en fin de vie utile ou qui ont déjà été mis à la retraite. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dépassé de cette façon-là? 2 raisons. Je vous laisse écouter le directeur parlementaire du budget. L'estimation initiale en 2007-2008 était de 27 milliards de dollars, un peu moins de 27 milliards de dollars pour le même nombre de navires. Ce qui a changé depuis ça, c'est que les navires qui ont été choisis par le gouvernement sont un peu plus gros, mais aussi le temps qui passe. Donc, si on estime des navires, des coûts d'acquisition en 2007 ou en 2008, et qu'on estime le même coût 10 ou 12 ans plus tard, évidemment, il y a de l'inflation. Maintenant que la hausse a été expliquée ou en partie expliquée, parlons de la réaction des partis d'opposition, Daniel. Bon. Un parti d'opposition, le NPD, surtout parce qu'eux, ils n'ont jamais été impliqués dans ce processus-là. Ils pensent essentiellement que les libéraux et les conservateurs ont bien mal géré toute l'affaire depuis le début et que s'ils avaient fait les choses différemment, comme par exemple en divisant le contrat parmi plusieurs chantiers, incluant celui de la Lévis, les choses auraient été différentes. Là, c'est les contribuables qui en font les frais. On écoute Alexandre.
Ça semble extrêmement brouillon et je pense qu'il faudrait revoir tous ces processus administratifs pour éviter ces dépassements de coûts puis à court terme donner des contrats à la Davie. Le chantier Davie est sous-utilisé. Ça fait des années que nous, au NPD, on dit qu'on doit avoir au Québec notre juste part de ces contrats-là et on a 50 de la construction navale au pays puis en ce moment, c'est pratiquement pas utilisé. Alors, au lieu d'avoir des retards, peut-être qu'on pourrait donner des contrats à la Davie. Ouvrons une autre parenthèse, Daniel, puisque c'est jour de première. Une première cérémonie officielle de sanction royale qui a eu lieu entre la Chambre et le Sénat alors que les édifices se sont séparés. C'est particulier parce que depuis le déménagement du mois de janvier, c'est ça, la Chambre est dans l'édifice de l'Ouest, le Sénat est à l'autre bout, en face du Château Laurier à Ottawa, donc 4 ou 5 pâtés de maison entre les deux, 750 mètres en fait. Et ce que ça veut dire, c'est que cette sanction royale officielle qui auparavant se faisait avec une petite marche entre les deux édifices dans le grand corridor, bien là aujourd'hui... Oui, là, aujourd'hui, il implique une mini-fourgonnette pour le huissier au bâton noir qui doit partir du Sénat pour aller rejoindre la Chambre des communes, transmettre le message de la gouverneure générale, inviter les députés à revenir à la Chambre haute pour la signature officielle des projets de loi pour qu'ils deviennent, qu'ils aient force de loi. Alors aujourd'hui, il y en avait 21 comme ça qui ont passé sous la plume de la gouverneure générale. Habituez-vous, ce petit exercice-là, vous allez le voir au moins 2 fois par année pour des sanctions royales et puis aussi au moment de discours du trône, par exemple. Et ça va durer au moins 10 ans, parce que ça va prendre au moins 10 ans pour rénover l'édifice du centre. Au moins. On le sait, des projets de rénovation, des fois, il y a des petits... Si on a de la difficulté avec les bateaux, pas certain que ça va bien aller pour l'édifice du centre. On verra. Avec la facture salée qu'on vient d'évoquer, Daniel, on verra bien. Merci. Au revoir. Salut, bonne soirée. Bye-bye. Alors, politique américaine, plusieurs choses à dire sur cette semaine qui a été encore une fois très riche en actualité. Donald Trump, ça c'est le dernier élément, il a été rattrapé par de nouvelles allégations d'agression sexuelle aujourd'hui. De ça et de bien d'autres choses, on en jase avec Raphaël Jacob dans quelques instants. À tout de suite. Allez, on plonge dans l'univers de la politique américaine. Une autre semaine où l'Iran vraiment a pris beaucoup de place. On va en jaser avec Raphaël Jacob dans quelques instants. Raphaël, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Il faut commencer par l'Iran, absolument. C'est le gros morceau. Et vraiment, il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Les gens ont la difficulté à discerner, à déchiffrer que pense M. Trump. Quelle est sa pensée stratégique s'il en a une dans ce dossier? Bien, on peut les comprendre d'être mêlés et jusqu'à un certain point d'être inquiets parce que regardez tout simplement les volte-face spectaculaires, en fait déroutants qu'on a eu depuis les derniers jours. La journée où le fameux drone américain a été abattu plus tôt cette semaine. Le président a eu comme réaction initiale de sortir, de condamner avec aucune espèce de nuance l'Iran, dire que le pays avait commis une grave erreur, seulement pour ressortir à peine quelques heures plus tard et suggérer que finalement, ça avait peut-être été accidentel. Et là, au courant des 24 dernières heures, ce qui s'est produit, c'est que le président aurait ouvert la porte, aurait très sérieusement considéré autoriser des frappes militaires aériennes contre l'Iran seulement pour se raviser et dire non, on oublie ça à quelques minutes à peine de préavis. Donc, on ne sait tout simplement pas dans quelle direction ça s'en va, toute cette affaire-là. On voit ici le gazouille de M. Trump, hein, Raphaël. J'ai demandé, il y aura combien de morts? 150 personnes, m'a-t-on répondu. En tout cas, un général lui a dit ça 10 minutes avant l'attaque. Il l'a donc arrêté. Réponse, dit-il, je le cite, disproportionnelle à la destruction d'un drone sans pilote. Mais elle est où sa ligne à lui là, pour que ça soit proportionnel? C'est impossible à savoir. Et les propos qu'il a tenus dans ce tweet sont exactement les mêmes qu'il a tenus dans une entrevue qui va être diffusée à l'émission Meet the Press ce week-end au réseau NBC. Donc, il est cohérent, en guillemets, pour ce qui est de sa justification sur ce changement de cap-là. Mais il reste qu'il n'y a aucune personne moindrement crédible qui peut vous dire avec certitude présentement où loge le président. Et ce qui est encore plus, je vous dirais, difficile à prédire, c'est qu'on a un président qui s'est présenté pendant toute la campagne de 2016 et à plusieurs reprises depuis son élection comme un non-interventionniste, comme quelqu'un qui voulait mettre fin au conflit, aux aventures militaires à répétition aux pertes de vies humaines, ben oui. Exactement. Et à faire en sorte que les États-Unis arrêtent de jouer aux gendarmes de la planète, surtout au Moyen-Orient. Et pourtant, et c'est là que ça devient imprévisible et très volatile, il s'est entouré d'une équipe de conseillers. Il y a un nom surtout qu'on ressort beaucoup depuis les derniers jours, celui de son conseiller à la sécurité nationale, qui est un
jusqu'à un certain point, là, un membre important de son cabinet, John Bolton, qui, lui, est un type qui, depuis, non pas des mois ou des semaines, mais depuis des années, a carrément le couteau entre les dents pour ce qui est d'attaquer l'Iran. Donc, le président reçoit énormément de pression de l'interne de sa propre équipe pour y aller de façon encore plus agressive et aussi contre-intuitif que ça peut sembler pour bien des gens qui regardent aller Donald Trump. S'il y a une personne haut placée présentement à la Maison-Blanche qui semble être dans la position de celui qui met le frein pour ce qui est d'attaquer l'Iran, c'est le président lui-même, c'est Donald Trump. Deux éléments pour terminer, conclure sur le dossier iranien. Il y a d'une part le Pentagone qui, selon ma compréhension, est plutôt réfractaire à l'idée d'une attaque directe et frontale contre l'Iran. Et il y a Mme Pelosi qui, aujourd'hui, a rappelé à M. Trump, attention, M. le Président, vous devez passer par le Congrès avant de procéder. Oui, absolument. Et vous avez eu également l'équivalent un petit peu de Mme Pelosi, le numéro 1 au Sénat du côté démocrate, M. Schumer, qui a tenu des propos très semblables. Par contre, ce qu'on doit aussi réaliser, c'est que du côté républicain au Congrès, les faucons, les néoconservateurs, les politiciens républicains qui étaient farouchement pour la guerre en Irak il y a 15 ans, que M. Trump, soit dit en passant, opposait farouchement il y a 15 ans, sont les mêmes personnes à ressortir depuis les derniers jours pour encourager le président à attaquer l'Iran. Et écoutez, je vais vous citer un sénateur de la Caroline du Sud, un sénateur républicain, Lindsey Graham, qui était parmi les plus grands partisans de la guerre en Irak. Ce qu'il est allé dire à la télévision nationale, à la chaîne Fox News hier soir, c'est que selon lui, et c'est clairement ce qu'il souhaitait, si l'Iran continue sur sa lancée, d'ici 10 jours, dans le très court terme, d'ici 10 jours, il y aurait un conflit armé impliquant l'Iran, Israël et par la bande, les États-Unis. Donc, c'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais il y a beaucoup de pression du côté politique, surtout du côté des faucons aux États-Unis, qui, encore une fois, sont les premiers à vouloir appuyer sur la gâchette lorsqu'il y a des tensions, surtout dans cette région-là du monde, et qui se font très vocaux actuellement dans le dossier iranien. Et on sait à quel point ça peut être explosif. C'est une région qui peut s'embraser comme ça. Maintenant, voilà pour ça, on restera à l'affût pour les prochains jours, hein, les prochaines semaines, forcément. Ça s'est ajouté aujourd'hui à l'actualité américaine. Raphaël, allons-y rapidement là-dessus. Des allégations d'agression sexuelle contre Donald Trump qui remontent à très loin, semble-t-il. Une journaliste quand même relativement connue qui en parle et qui jette ce pavé dans la mare aujourd'hui. En effet, donc ça ferait partie d'un livre qui est à paraître au début du mois de juillet. E. Jean Carroll, qui était une chroniqueur pour le magazine Elle, notamment, qui allègue que dans les années 90, au milieu des années 90, Donald Trump l'aurait, il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire, l'aurait carrément violée dans un magasin, ou tout au moins aurait tenté de la violer dans un magasin de Manhattan, évidemment, alors qu'il était un célèbre homme d'affaires. Écoutez, on faudra voir, il n'y a pas eu de réaction encore officielle de la part de la Maison-Blanche, mais même s'il y en a une, gardons en tête que lorsque l'une des premières femmes, pendant la campagne de 2016, était sortie pour accuser Donald Trump d'inconduite sexuelle, sa réponse avait été d'aller devant ses partisans et de dire, et je le cite pratiquement mot pour mot, là, « Regardez-la, cette femme-là, croyez-moi, ça n'aurait pas été mon premier choix. » Oui. Donc, on verra bien pour cet autre dossier du genre, puisqu'il c'est pas le premier, comme vous le disiez déjà, pour M. Trump. On verra comment il va se dépêtrer dans tout ça avec ses avocats qui sont toujours là, pas loin de lui. Joe Biden, parlons-en, qui est toujours le favori, en dernière nouvelle, dans la course à l'investiture démocrate, mais encore une fois, une autre controverse qui s'ajoute cette semaine. Oui, et lorsque vous êtes favori dans une course, surtout avec autant de candidats, bien, c'est ça, c'est normal que vous soyez la cible numéro 1. Et là, ce qu'on voit depuis les derniers jours, c'est Joe Biden qui doit se défendre de propos qui, à la base, n'étaient pas particulièrement controversés. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il souhaitait un retour à la civilité en politique américaine. Or, s'il y a quelque chose qui manque depuis les dernières années, bien avant, soit dit en passant, l'arrivée de M. Trump, c'est bien la civilité. C'est bien simplement être capable de s'entendre entre les représentants des deux partis. Donc, Joe Biden s'est montré rassembleur, a dit et a donné comme exemple le fait qu'il y a plusieurs décennies, alors qu'il commençait sa carrière au Sénat dans les années 70, il avait collaboré avec d'autres élus de son parti avec lesquels il était en désaccord. Et certains de ces élus-là étaient des ségrégationnistes. Donc, ça a enflammé une partie de la base de gauche du Parti démocrate qui a dit, écoutez, on ne peut pas collaborer avec des gens qui sont racistes, qui ont des valeurs aussi opposées aux nôtres. Et là, M. Biden a été forcé de se défendre. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est évidemment dans un contexte où on a les premiers débats présidentiels. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient cette semaine. Si on se reparle à la même heure dans une semaine, ça va déjà être derrière nous. M. Biden va être clairement la tête d'affiche principale du deuxième débat, celui qui est prévu le jeudi soir. Le premier est le mercredi, le deuxième le jeudi.
à quel point est-ce qu'il va être la cible d'attaque de la part des autres candidats sur la scène, incluant sur cet enjeu-là, il faudra voir. Évidemment, on se pose la question, il y a 20 candidats, 23 au total, mais 20 qui vont participer à ces débats-là. Comment ça va s'échelonner au cours de la semaine? Il y a donc 2 débats, on divise ça, on coupe la poire en 2? C'est exactement ça. C'est littéralement en 2. Donc, on a retranché quelques candidats pour arriver à un total de 20, 10 le mercredi, 10 le jeudi, choisi de façon aléatoire. Donc, ça s'adonne que M. Biden est avec son principal rival pour l'instant, Bernie Sanders du Vermont. En fait, je vous dirais, la plupart des grosses pointures à l'heure actuelle, pour ce qui est des candidats, sont le jeudi. Donc ça, c'est le débat à regarder, là, finalement. Probablement, sauf qu'en même temps, il peut survenir des surprises aussi dans le premier. Donc le premier mercredi, le deuxième jeudi avec M. Biden et M. Sanders. Bien là, c'est sûr et certain qu'à la même heure la semaine prochaine, on en reparle, Raphaël. À moins que vous soyez en vacances. Vous allez être là? Jamais. Jamais en vacances, donc jamais toujours en vacances. au poste. Très bien. À la semaine prochaine. Salut, Merci. bon week-end. Bye-bye. Dans 3 petites minutes, et c'est tout, nos panélistes seront là pour l'analyse, la revue de la semaine politique. Martine Biron et Madeleine Blais-Morin seront au rendez-vous pour vous. Restez là. Eh bien, croyez-le ou non, c'est le dernier panel politique de l'année avant la pause estivale de la saison. Me précise-t-on à l'oreille, Madeleine Blais-Morin, Ottawa, Martine Biron à Québec. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de terminer ça en beauté avec vous. J'imagine qu'il y a un petit soulagement quand même. La pression baisse aussi pour les journalistes qui couvrent la politique. Quoique, ça va être un été assez chaud. On y reviendra un peu plus tard, n'est-ce pas? Commençons par la laïcité qui a été le gros morceau à Québec. Je vois Martine Copine-Dubonnet cette semaine, après un week-end assez chargé avec ces baillons. Il y en a eu 2. Une ambiance très particulière. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine-ci? La réponse du gouvernement à tous ces remous politiques, Martine? En une ligne, le débat n'est pas terminé, mais ça, on le savait. Avant même l'adoption de la loi, que ça serait que le débat se poursuivrait du moins devant les tribunaux. Et c'est ce qui est arrivé dès lundi. Ça n'a pas été long, il y a une requête en cour supérieure qui va contester. En fait, c'est une femme qui étudie pour devenir enseignante et qui musulmane, donc elle porte le voile, qui conteste la constitutionnalité de cette loi-là. Alors ça, c'est une chose, c'était prévu. Ce qui était moins prévu, c'est la réaction sur le terrain de la commission scolaire de la Ville de Montréal de décider de reporter l'application de la loi d'1 an parce que la commission scolaire veut consulter ses conseils ses différents conseils. Alors, de commissaires. Ça, c'est un peu plus surprenant et je dirais même un peu plus inquiétant. D'abord, il faut savoir que les relations entre le gouvernement de la CAQ et les commissions scolaires ne sont pas très bonnes parce que la CAQ a déjà annoncé qu'elle veut abolir les commissions scolaires pour en faire des agences. Alors ça, déjà, c'est la toile de fond. Mais si, sur le terrain, effectivement, il y a plus d'opposition, notamment à Montréal, où il y a beaucoup de communautés culturelles, bien, ça pourrait devenir un petit peu plus difficile pour le gouvernement. Et là, le gouvernement a mis rapidement son point sur la table. M. Legault a dit nous avons tous les leviers pour faire appliquer cette loi-là. Elle est en vigueur dès maintenant et ça pourra aller jusqu'à la tutelle de la commission scolaire de la Ville de Montréal. Mais M. Legault, hier, a dit je pense et j'espère que ça va se régler facilement et que la commission scolaire va en venir d'elle-même à la décision d'appliquer la loi. C'est ce qu'il a évoqué. Donc, une possibilité d'une tutelle en dernière instance, si ça ne change pas. La CSDM, Martine, qui n'avait même pas été invitée, n'est-ce pas, aux consultations au préalable pour ce projet de loi? Oui, bien, en fait, la CSDM n'a pas été invitée dans plusieurs commissions parlementaires. Elle avait dénoncé la situation lors de la commission parlementaire pour les maternelles 4 ans. Mais oui, cette semaine, il y a une commissaire qui a dit « Nous, on aurait souhaité se présenter en commission parlementaire. Ça n'a duré que 6 petits jours. » C'est pas très clair si la commission scolaire de la Ville de Montréal avait effectivement fait une requête dans ce sens-là. Et les commissions anglophones, commissions scolaires anglophones qui, elles, évoquent ouvertement, on le sait déjà, la désobéissance civile. Comme quoi, sur bien des fronts, ça va être un peu délicat ou pas mal délicat pour le gouvernement Legault. Parlons de la réponse, Madeleine, de M. Trudeau à tout ça, parce qu'assez rapidement, il est allé solliciter son opinion. Il est en déplacement à Washington lorsqu'on l'a fait, sauf erreur.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, on avait entendu le commentaire de ministre qui avait dit, bon, se sentir mal à l'aise. Certains avaient parlé d'une pente glissante, mais en même temps, ne voulait pas dire si le gouvernement fédéral devait ou non intervenir dans une cause devant les tribunaux, parce que ça pourrait être une possibilité pour le gouvernement Trudeau, qui se dit le gouvernement de la Charte, d'appuyer finalement des contestataires. Mais on veut pour le moment ne surtout rien précipiter. Rappelez-vous, on est en élection dans quelques mois ici, et le projet de loi, ou la loi maintenant 21, elle est populaire dans la population au Québec. Le gouvernement Trudeau veut faire des gains au Québec pour compenser de potentielles pertes ailleurs au pays. Donc, on ne veut surtout pas brusquer. On ne veut pas dire non, qu'on n'appuiera jamais une contestation, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas le dire tout de suite. Quelle sera la décision en disant, bon, il faut réfléchir, il faut regarder les amendements qui ont été adoptés à la dernière minute, il faut voir aussi ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'était les ministres qui l'avaient dit au départ, et Justin Trudeau a été rattrapé par cette question hier en point de presse. Il était sur le toit de l'ambassade canadienne à Washington parce qu'il rencontrait hier Donald Trump et Nancy Pelosi, notamment. Et il a finalement eu à peu près le même discours que ses ministres. C'est pas surprenant de la part du premier ministre en se disant pas trop à l'aise avec ce projet de loi. Là, je paraphrase en gros, mais en même temps ne voulant pas en dire plus pour probablement pas se nuire politiquement. Alors que les opposants donc à ce projet de loi comptent beaucoup sur la Charte canadienne pour se protéger dans tout ça. Martine Biron, est-ce qu'on doit s'inquiéter sur l'ambiance qui règne en ce moment à Québec? C'est vraiment un sujet en particulier qui est venu peut-être envenimer les choses avec les doubles bâillons en plus de ça. Là. Pour la suite des choses, pour la rentrée à l'automne, ça va se faire dans une atmosphère qui pourrait être encore à l'image de ce qu'on vient de voir, non? La question de la laïcité, le débat est très polarisé. Il y en a qui sont favorables à l'interdiction du port des signes religieux dans la fonction publique. Il y en a qui sont contre. Et c'est très tranché et polarisé. Et on a vu que c'est explosif. Ça peut facilement s'enflammer, ce débat-là. Oui. Et ce qui se passe avec la CSDM, ça inquiète au gouvernement. Parce que si ça fait boule de neige, ça pourrait prendre de l'ampleur sur le terrain. Et ça, que ça se rende devant les tribunaux, ce qu'on va surveiller, c'est ce qu'il y aura un sursis sur l'application de la loi. Mais ça, on s'en doutait. On sait que ça va prendre des années. On va la tester devant les tribunaux. Mais si il faut qu'il y ait d'opposition, de la désobéissance civile sur le terrain, bon, pour l'instant, on a vu que les autres commissions scolaires qui sont autour de la commission scolaire de la Ville de Montréal tempèrent leurs ardeurs, ce qui est une bonne chose, mais le temps va le dire. Mais c'est sournois et il faut quand même rester prudent parce que c'est une flamèche et qu'une petite flamèche, le feu peut prendre. Là. Ça prend pas grand-chose. Alors, ça sera matière à réflexion au cours de l'été pour ces politiciens. Parlons maintenant environnement. Ça aussi, ça s'impose. Ça serait même la question de l'urne, dit M. Trudeau, n'est-ce pas, Madeleine? Un enjeu majeur à Ottawa. Et avant de poursuivre sur l'analyse de la semaine, revenons sur un élément tout frais de la journée avec vous, Madeleine. Éclairez-nous un peu sur ce qui se passe, la question des pétroliers, l'opposition de l'Alberta, un projet de loi en particulier, là. Oui, en fait, l'opposition, le gouvernement albertain avait dans sa mire 2 projets de loi. C-69, on en a parlé beaucoup, c'est ce projet de loi qui revampe le processus d'évaluation environnementale pour le renforcer, pour essayer de le rendre un petit peu plus solide que ce qu'il était sous le gouvernement Harper. Selon le gouvernement Trudeau, c'est pour redonner de la crédibilité, de la certitude dans le système et essayer de redonner confiance aux citoyens dans le processus d'évaluation environnementale. Ça, c'est C-69. On a moins parlé d'un autre projet de loi, mais qui était aussi contesté par le gouvernement albertain. C'est C-48. C'est un projet de loi qui prévoit un moratoire sur les pétroliers, les gros pétroliers, dans le nord de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Oui. Donc, de la pointe nord de l'île de Vancouver jusqu'à l'Alaska, on interdirait comme ça le transport de gros pétroliers canadiens. Oui. Et l'Alberta, il voit une attaque frontale contre l'industrie pétrolière parce qu'elle dit, pourquoi sinon aurait-on un moratoire seulement sur la côte ouest et pas sur la côte est? On voit là comme une attaque en disant qu'on essaie d'empêcher, de mettre des bâtons dans les roues dans l'industrie pétrolière. Et il y a en Alberta une véritable méfiance face au gouvernement Trudeau qui, pourtant, a approuvé, même si on a approuvé le projet de Trans Mountain.
acheté un pipeline au coût de 4,5 milliards de dollars, mais il y a des Albertains qui disent c'est peut-être pas véritablement sincère cet appui à l'Alberta quand on voit justement ces projets de loi, C-48, C-69, qui vont nuire à l'industrie pétrolière. Donc, on est dans cette dynamique-là. Finalement, le projet de loi a été adopté, a reçu la sanction royale. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, en fait, qui ont reçu la sanction royale. Donc, c'est bel et bien terminé côté Parlement pour cet été, à moins que le Parlement soit rappelé pour parler de l'ALENA 2.0. Si les Américains avancent, ça se peut que tout le monde soit, qu'on interrompe les barbecues pour aller faire avancer les choses sur un plan législatif. Il y a eu aussi un secret de polichinelle pendant plusieurs jours et semaines. Stephen Guilbeault, voilà que c'est officiel, qui sera donc candidat pour le Parti libéral du Canada dans une comté très prisée ici à Montréal. On va l'écouter aujourd'hui en conférence de presse. Je me joins à une équipe qui souscrit à l'ensemble de mes principes, que ce soit au niveau social et environnemental. Comme je l'ai dit, je ne crois pas que le fait que je sois en désaccord avec une chose que le Parti libéral a fait annule l'ensemble de ce qui a été fait par ce parti-là, par ce gouvernement-là au cours des 4 dernières années. Nous n'avions, au début du mandat, aucun plan de lutte au changement climatique et je vous mets au défi de trouver un gouvernement qui, en l'espace de 4 ans, en a fait autant que le Parti libéral de Justin Trudeau en matière de lutte au changement climatique. Et que c'est un message que Justin Trudeau doit être content d'entendre, hein? Parce que c'est vraiment le message qu'il tente de communiquer, de ne pas seulement résumer le mandat de Justin Trudeau en matière d'environnement sur la question du pipeline. Parce que le pipeline, c'est un sujet qui finalement anime les passions, hein? Qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça polarise cette question-là. Et Stephen Guilbeault est là pour rappeler d'une certaine façon que le gouvernement Trudeau n'a pas fait que ça. Il y a eu, bon, comme il l'a dit, d'autres mesures, notamment la taxe sur le carbone, les mesures pour le transport en commun. Pour être extrêmement précise, là, Stephen Guilbeault se lance dans la course à l'investiture. Il pourrait toujours y avoir un autre candidat libéral, bien sûr. qui serait d'une certaine façon surprenant qu'il l'échappe à cette étape-là. Puis après ça, bon, il y aura évidemment la course dans Laurier-Sainte-Marie, qui était la circonscription d'Hélène Laverdière, de Gilles Duceppe avant elle. Donc, il n'y a pas de tradition libérale depuis un certain temps. Pouvez-vous répéter? Il y a déjà eu des libéraux. Oui, mais on parle d'il y a plusieurs années. Gilles Duceppe a été élu, en 93, si je ne m'abuse, dans cette circonscription-là. Donc, ça fait quand même un bout de temps là, que cette circonscription-là n'est pas libérale. Donc, ce sera une course qui sera fort intéressante à surveiller. Et donc, Martine, ça permet à Stephen Guilbeault, qui a tout son bagage, sa notoriété et aussi un niveau d'expertise assez poussé, de livrer le message de Justin Trudeau. Il délègue, M. Trudeau, un peu ce message-là à M. Guilbeault et ça peut lui servir, vous croyez? Ben oui, je pense que M. Guilbeault, c'est une excellente prise au Québec. Ça va l'aider. Le message de Stephen Guilbeault va prendre dans l'électorat québécois. Il est très connu, M. Guilbeault. Ça fait longtemps qu'il milite. L'environnement, c'est important au Québec. Le pipeline, écoutez, au Québec, il n'est pas dans leur cours, hein? Alors, les Québécois n'en veulent pas. Ils savent qu'il n'y a pas de projet de pipeline ou de léoduc au Québec. Alors, M. Guilbeault, c'est certainement un atout pour M. Trudeau dans cette élection-là qui s'en vient. Oui, et c'est ailleurs où ça se pose la question. Jusqu'à quel point M. Guilbeault pourrait aider notamment à contrer le message conservateur. Madeleine, on a vu le plan vert des conservateurs, vert pâle, diront certains, qui a été présenté cette semaine. Vous y croyez, là, la question de l'urne qui sera véritablement ça, l'enjeu central dans le cœur et l'esprit des électeurs? Je vous réponds à votre question dans une seconde, Alexis. Mais d'abord, on m'a soufflé à l'oreille que Gilles Duceppe a été élu en 90. Alors, pour être précise... Tout à l'heure, je voulais être précise avec vous. Voilà, c'est précisé. Merci aux voix qui nous parlent dans nos oreilles. c'est vraiment apprécié. Merci, je suis désolée pour l'erreur. Mais pour ce qui est de la question de l'urne, Alexis, si Justin Trudeau dit que ce sera la question de l'urne, c'est entre autres parce qu'il veut que ce soit la question de l'urne. Parce qu'il croit que ça le distingue justement du Parti conservateur. Il croit qu'à cette bataille-là, il pourrait gagner. Là, ce qui a changé la donne cette semaine, c'est qu'effectivement, les conservateurs ont finalement déposé leur plan
de lutte contre les changements climatiques et leur plan environnemental. Parce que jusqu'à cette semaine, ils n'avaient pas de plan. Ils promettaient un plan, mais on l'attendait, ce plan-là. Et les libéraux s'amusaient à compter les jours qui séparaient le moment où qu'ils avaient annoncé qu'ils auraient un plan jusqu'à finalement, à cette semaine, il y aurait eu 416 jours qui se seraient écoulés. Donc, c'était une attaque facile qu'avaient les libéraux jusque-là. Maintenant, il y a deux plans qui s'affrontent. Il y a le plan des libéraux, on en parlait il y a un instant, et il y a le plan des conservateurs qui, évidemment, retirerait la taxe sur le carbone, miserait beaucoup sur l'innovation, sur les avancées technologiques qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il ne chiffre pas, par contre, ces avancées, les réductions qu'ils pourraient faire dans ce domaine-là, mais ils disent qu'ils atteindraient quand même les cibles de Paris. Donc, tout ça, ça reste à voir, évidemment. Je vous dirais que les chroniqueurs ont critiqué le plan conservateur, mais les conservateurs ont l'impression qu'au moins, ils ont un plan à déposer et que ce sera aux Canadiens de juger. Alors, d'ici à cette échéance électorale, il y a un été qui nous sépare. On va faire en terminant le tour un peu de ce qui s'en vient, Martine, cet été. Oui, qui sera saveur électorale beaucoup à Ottawa, mais au Québec, ça va ressembler à quoi? Quelles seront les priorités des... Parce que les députés ne sont pas nécessairement en vacances d'un bout à l'autre de l'été. Là, ils sont dans la circonscription, ils travaillent, ils écoutent, ils prennent des notes et il y a du travail politique de terrain qui se fait là. Oui, bien, à Québec, quand même, ça va être beaucoup plus tranquille. Oui, ça, c'est sûr. Écoutez, on a eu l'été dernier en campagne électorale, l'automne dernier, notre campagne électorale, le gouvernement est majoritaire, les libéraux n'ont pas de chef, les péquistes n'ont pas de chef. Alors, je pense que tout le monde va se déposer un peu, prendre des vacances et se préparer plutôt pour l'automne. Monsieur Legault va vouloir faire sa liste d'épicerie, il a déjà commencé, et on va être beaucoup, à Québec, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain fédéral et comment les chefs fédéraux répondent aux demandes du Québec. Oui, et comment on va se positionner. On doit y penser à comment on va se positionner, comment on va jouer nos cartes lors de l'élection fédérale, n'est-ce pas, Martine? Bien, M. Legault a dit qu'il avait envoyé le message à tous ses députés et ministres de ne pas prendre position pour aucun des candidats dans toutes les circonscriptions du Québec sur la question fédérale. Il a dit, moi, j'envoie mes messages et je vais les envoyer, je vais être très verbal, je vais bien exprimer ce que je veux et nous allons écouter les réponses. Mais il va faire attention de ne pas en appuyer un plus qu'un autre. Il va se tenir sur la clôture, M. Legault, parce que le Québec va être un terrain de jeu très actif au cours de la prochaine année. Il va sûrement profiter pour rappeler le surplus dont on a appris le détail aujourd'hui, qui excède les 4 milliards de dollars une fois qu'on a exclu le versement au Fonds des générations. Madeleine, en terminant, donc, à Ottawa, ça va être quelque chose cet été? Oui, pour tous les députés, d'abord, il faut nommer les candidats pour cette campagne électorale qui se tiendra les élections le 21 octobre prochain. Donc, il reste encore des nominations à faire. Ça, c'est important. Une fois nommés, les candidats vont faire tout un circuit de festivals, barbecue, poignées de main. Ça va être un gros été. Et pis de maïs aussi, pichette de blé d'Inde. Ne l'oublions pas. C'est quand même un menu varié. Les saisons alimentaires. Exactement. Je vous souhaite un bel été à vous deux. Profitez-en, reposez-vous quand c'est possible de le faire. Et à une prochaine. À bientôt. Au revoir. C'est le temps de se laisser avant le long week-end. Merci d'avoir été des nôtres. Ici, RDI vous présente le National dans quelques instants. Bon week-end.